La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour tout le monde, il nous reste 2 minutes avant le départ, on va attendre les derniers arrivants et puis on commencera à l'heure pile. À tout de suite. Or donc, bonjour et bienvenue pour ce webinaire concernant l'EDR Zero Trust. Je m'appelle Jérémy Schramm, je suis ingénieur avant-vente chez WatchGuard France. Je suis accompagné de Saïda Jabouri, Channel Account Manager, que vous connaissez peut-être déjà, probablement. Et ce matin, j'ai l'insigne honneur de tenter de remplacer Monsieur Pascal Le Digol himself, qui est malheureusement malade. Il a une extinction de voix, donc il devrait être excessivement discret pour une fois. Pour autant, il est présent et si vous dites 3 fois son nom, il est même possible qu'il apparaisse comme Beetlejuice. Donc, notre présentation devrait durer 35 à 40 minutes. L'objet de ce webinaire, c'est parler d'EDR Zero Trust, mais en réalité de Zero Trust, puisque vous allez le voir, le Zero Trust n'est pas qu'une problématique d'EDR, c'est une problématique générale, tant produit qu'organisationnelle. L'EDR en est une composante, mais c'est pas la seule. Donc, on va parler d'EDR et aussi de Zero Trust à l'échelle globale. Pardon. On va donc aujourd'hui parler de ce qu'est le Zero Trust, pourquoi c'est rendu nécessaire sous différentes formes, par l'actualité, par tout ça. On va voir différents mécanismes d'attaque. On va voir pourquoi est-ce que le Zero Trust devient au final indispensable. Aujourd'hui, on en parle comme si ça pouvait être un effet de mode, mais c'est beaucoup plus que ça. Et puis, on va voir ce que vous pouvez faire pour vous protéger et pour mettre en place ce Zero Trust et comment WatchGuard, à travers son portfolio, va vous aider pour mettre un coup de boost à votre protection ou à celle de vos clients. Vous avez dans la fenêtre de GoToMeeting un panneau pour les questions. N'hésitez pas à vous en servir. C'est pas moi qui vais regarder, c'est probablement Pascal et Saïda. Mais s'il y a quoi que ce soit, ils interviendront pour qu'on puisse y répondre, non pas par écrit, mais à l'oral, si c'était nécessaire. Donc surtout, n'hésitez pas à intervenir. Le modèle Zero Trust. C'est quelque chose dont on parle pas mal ces dernières années, comme si c'était quelque chose de nouveau, ça ne l'est pas. Le Zero Trust, c'est pas un produit, une méthodologie, une façon de faire les choses, une façon d'exploiter des produits compatibles d'une certaine façon avec le Zero Trust, qui sont capables de nous amener vers du Zero Trust. C'est donc une méthodologie qui va nous permettre de faire en sorte que la confiance par défaut dans des systèmes, des personnes, des comptes, des logiciels, peu importe, ne suffisent pas à pouvoir avoir un fonctionnement normal. Il n'est pas normal
qu'un système fonctionne par défaut. Et ça s'applique globalement à n'importe quoi. Donc, c'est ce qu'on va essayer de remettre en avant, remettre parce que le Zero Trust, en réalité, c'est même plus vieux que la cybersécurité, puisqu'on faisait du Zero Trust même quand on était enfant, avant l'ère de l'informatique, et donc on ne fait confiance à personne. La grande différence entre le Zero Trust et l'approche conventionnelle d'une situation, c'est que dans une situation habituelle, on fait confiance par défaut. Tout est présumé comme étant valide, conforme et attendu. Donc, les mécanismes de contrôle des accès sont statiques. C'est des systèmes qu'on ne remet pas en question. Souvent, c'est basé sur une identité ou, en l'occurrence, une authentification, donc un événement unique, sans contrôler réellement cette identité. Et le problème de fond de ces approches traditionnelles, de l'approche normale, du fonctionnement usuel, c'est que on est dans un comportement qui est beaucoup plus réactif qu'autre chose, et du coup, on vient remettre en question un certain nombre de politiques une fois qu'on a souffert d'une intrusion, une fois qu'on a pu déjà rencontrer une brèche de sécurité typiquement. Alors que dans l'approche Zero Trust, eh bien, il faut que chaque autorisation, chaque événement rendu possible soit de façon explicite. On va déterminer des conditions d'accès qui sont contextuelles et qui vont être basées sur du temps réel, sur un ensemble de mécanismes, d'approches, de concepts qui vont faire que un élément autorisé n'implique pas immédiatement comme corollaire d'autres autorisations qui n'auraient pas été attendues. D'accord? Donc c'est vraiment spécifique, contextualisé. Au lieu de cibler l'authentification, on va cibler l'identité en elle-même, donc qui utilise cette identité, comment, pourquoi, on en reparlera tout à l'heure quand on parlera de certains produits. Et l'intérêt de cette approche Zero Trust, eh ben, c'est qu'elle nous rend proactive. On va avoir beaucoup plus d'automatisation dans beaucoup de choses, et l'idée générale, c'est de pouvoir agir avant que la problématique ne se pose, ou en tout cas le plus tôt possible. Typiquement, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans des produits excessivement simples qui n'ont pas l'air tellement Zero Trust, et notamment le firewall. Lorsque vous avez un firewall qui est relativement permissif, ce qui malheureusement est le cas dans certaines entreprises, quand vous avez un firewall qui autorise de nouveaux usages sans aucune forme de modification ou d'adaptation du firewall, vous êtes dans une approche traditionnelle, on se retrouve à autoriser par défaut des choses. Typiquement, si vous avez des firewall WatchGuard et que vous avez des any trusted quelque part, vous êtes dans cette approche traditionnelle. L'approche Zero Trust, ce sera de faire en sorte que seul ce qui est nécessaire et suffisant soit autorisé. Et c'est ça qu'on va viser. Alors, bien entendu, bien au-delà de l'échelle du firewall, puisque le firewall n'est qu'un tout petit aspect du scope général de la cybersécurité. Pardon, petite erreur de souris, je débute en informatique, pardon. L'approche Zero Trust, le modèle Zero Trust est quelque chose c'est un concept auquel il va falloir s'adapter, notamment parce qu'il va demander du travail, du temps. C'est surtout ça. La clé de tout, c'est le temps. Parce qu'il va falloir anticiper les processus, les nouveaux processus pour pouvoir s'y adapter en continu et faire en sorte que on arrête de mettre en place un système de sécurité et l'oublier. Ce que souvent, d'ailleurs, on fait avec un firewall. Très souvent, on installe un firewall chez un client et puis on y revient 3 ans plus tard quand il s'agit de renouveler ou de changer le boîtier, ce qui est une erreur. Votre firewall doit vivre d'une certaine façon au rythme de votre système informatique. Donc, quand il y a un nouvel usage, on doit venir le conditionner, l'encapsuler, le prendre en charge correctement, spécifiquement au sein du firewall, par exemple. Et puis, il va falloir, malheureusement, c'est là, moi, ça me choque, extrémiste que je suis, il va falloir trouver une forme d'équilibre entre sécurité et productivité. La sécurité, à tout prix, telle que je la revendique, ne peut pas trouver immédiatement sa place dans une entreprise réelle, normale, parce que la productivité doit être maintenue. On doit continuer à avoir des services. Pour autant, maintenir la productivité ne veut pas dire oui à n'importe quel prestataire qui demande des choses aberrantes. Donc, il y a un équilibre réel à trouver qui ne peut pas être qu'au bénéfice de la productivité ou qu'au bénéfice de la sécurité physique ou numérique.
Il faudra se concentrer sur les actifs critiques, commencer toujours par les éléments les plus critiques. D'accord? On commence depuis le haut et puis on va descendre progressivement. C'est ce qui va nous permettre de gérer au plus près, d'avoir cette forme d'adaptabilité, pardon, pour être le plus proche possible de ce qui est réalisable. Et puis, pour être pleinement efficace, dans cette approche Zero Trust, il faut aussi être capable d'identifier les éléments qui, de toute façon, eux, ne pourront pas s'adapter à ce modèle Zero Trust, des éléments qui, de toute façon, vont rester vulnérables. Il faudra trouver d'autres éléments pour pouvoir les protéger, les prendre en charge, malgré l'incapacité qu'on aura de les intégrer dans cette approche de cybersécurité. Et puis, cette approche Zero Trust, elle aura nécessairement des coûts, cachés ou pas. Il va falloir les anticiper. Il faut impérativement anticiper ça de façon à ne pas se retrouver coincé pour de bêtes raisons budgétaires. Oui, ça va prendre du temps. Oui, il faut du temps homme. Dans certains cas, il faudra des produits aussi. Et puis, ça rejoindra l'aspect système ancien, ce que je disais avant, sur des produits qui vont, eux, rester fragiles, sensibles. Leur protection, à défaut de pouvoir faire du Zero Trust, ça peut être amené par leur protection peut tourner autour de la segmentation des réseaux, ce qui peut impliquer des coûts complémentaires en termes de switching, de câblage, de raccordement, de tout ce qu'on fait. De façon générale, on constate tant aux États-Unis ici que dans le dernier sondage que WatchGuard a commandé récemment, on s'aperçoit que les entreprises ont tendance à réagir, à mettre en place des choses après avoir subi une attaque. D'accord? Parce qu'on considère souvent que le coût va être excessif, le coût de cette cybersécurité. Donc au final, on préfère tenter le coût du dommage. Oui, ce sont des choses qui prennent du temps, mais ce temps est valorisable. Donc ne vous laissez pas arrêter par ce type de choses, ça s'anticipe. Pourquoi est-ce que le Zero Trust est important? Eh bien simplement parce que au cours de ces 20 dernières années, majoritairement, la surface d'exposition des entreprises a augmenté fortement. Quand on avait nos serveurs en interne, des postes physiques en interne, non mobiles, parce que les ordinateurs portables coûtaient excessivement cher et que les réseaux étaient excessivement lents, eh bien on avait une surface d'exposition qui était très limitée. Puis progressivement, on s'est ouvert sur l'extérieur, de plus en plus de services hébergés, de plus en plus de produits SaaS, des applications hébergées, de la gestion d'identité, des mobiles, de la mobilité, des télétravailleurs, pour aujourd'hui arriver dans certains cas sur des infrastructures qui sont full cloud ou majoritairement cloud. Et malheureusement, le cloud, même s'il peut traiter un certain nombre de problématiques, il y a une problématique qui n'est pas traitée par le cloud, c'est la sécurité. Le cloud expose plus. Donc plus j'expose, plus j'ai d'éléments à traiter, plus j'ai d'éléments à protéger, plus j'ai de possibilités d'attaque. Et pour parler possibilités d'attaque, on pourrait parler du Mitre, je pense qu'on en reparlera. J'espère que tout le monde connaît le Mitre attaque. Si ce n'est pas le cas, mettez-le dans le chat et puis peut-être que si on a 5 minutes, on en parlera tout à l'heure ou au moins on se recontactera pour en reparler. Mais ce que nous apprend le Mitre attaque, c'est que l'une des clés de la cyberattaque, l'un des premiers événements dans une cyberattaque, c'est l'accès initial. L'accès initial, c'est ce qui, vulgairement, va donner l'accès à un système au pirate. Et pour ça, le pirate a non pas une possibilité, mais des dizaines, des centaines, voire des milliers d'opportunités différentes liées à des vols de mots de passe, liées à des brutes force, pour récupérer des mots de passe potentiellement un peu faibles, des vulnérabilités logicielles qui sont des éléments excessivement importants, patchables ou pas, 0D ou pas, on va en reparler, c'est vraiment un élément clé, la vulnérabilité. Le phishing, on va cibler l'utilisateur de façon à pouvoir se servir de l'utilisateur pour rentrer quelque part, comme on le ferait dans une bonne vieille arnaque à l'uniforme à l'ancienne. Et donc, tous ces éléments d'accès initial, si on ne les traite pas de façon efficace avec le Zero Trust, puisque c'est de ça qu'il s'agit, de faire confiance à personne dans un accès, eh bien, on va se retrouver dans une situation qui est beaucoup plus délicate où, pour arrêter le pirate, il va falloir l'arrêter à l'intérieur de l'infrastructure, ce qui n'est pas impossible, mais ce qui nous met quelque part en retard dans le schéma de l'attaque. On a intérêt à stopper l'attaquant le plus tôt possible parce que l'attaquant est innovant. L'attaquant, il est nombreux. C'est pas très français, mais ça image bien ce que ça veut dire. Ils sont de plus en plus nombreux et ils se donnent de plus en plus de moyens parce que, on va pas se mentir, l'attaque informatique, le ransomware et tous ces éléments-là
sont rentables. Et on le voit bien, alors ce sont des données 2023, mais on voit bien que malgré les différentes arrestations un peu partout dans le monde, surtout au-delà des arrestations humaines, la prise de contrôle des serveurs des groupes de pirates par les autorités, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup d'attaquants qui ont été physiquement arrêtés quand même, eh ben on se rend compte que les groupes évoluent, les groupes augmentent, ils sont de plus en plus actifs, d'accord. Et si d'aventure on mettait sous les verrous un pirate, il faut bien se rendre compte qu'il y en aurait deux pour prendre sa place, parce que on va pas se mentir, c'est alléchant, il y a de l'argent à se faire, facilement peut-être pas, c'est du travail quand même. Mais du coup, les pirates, eux, ne vont pas s'arrêter. Ne comptez pas sur les forces de l'ordre pour arrêter les pirates. La seule personne qui peut arrêter le pirate dans votre infrastructure, c'est vous, par la mise en œuvre de produits, et notamment par le Zero Trust. C'est notre sujet du jour. On parlait de vulnérabilité, je parlais de vulnérabilité il y a 2 slides. La vulnérabilité, c'est un sujet critique, fondamental, notamment parce que la recherche de vulnérabilité est devenue une activité à temps plein. Vous avez aujourd'hui des groupes de pirates qui sont spécialisés dans la recherche de vulnérabilité, ce qu'on appelle des zero day. Si vous n'êtes pas tout à fait en phase avec la notion de zero day, que vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à poser la question et j'y reviendrai plus en détail. La recherche de vulnérabilité, c'est quelque chose qui prend un essor important. On le voit bien, en 2016, on avait relativement peu de vulnérabilités identifiées chaque année. Ici, on parle de nouvelles vulnérabilités. On compte pas, on maintient pas un compte sur plusieurs années. On a une augmentation croissante de ces vulnérabilités avec une belle accélération en 2021 où on avait plus de 20 000 vulnérabilités identifiées. Et en 2024, alors on pourrait imaginer une baisse dans ce graphique, mais ne vous leurrez pas, on n'est qu'en septembre. D'accord. Et donc, on a aujourd'hui un nombre de vulnérabilités qui est inférieur à ce qui était fin 2023, mais les pirates ont encore un peu de temps pour travailler. Ils ont encore un bon trimestre pour en trouver. D'ailleurs, anecdote, le 17 juin 2024, on était à 19 964 vulnérabilités identifiées. D'accord. Donc, on devrait finir l'année aux alentours de 35 ou 38 000 vulnérabilités nouvelles, uniquement pour l'année, et donc des vulnérabilités potentiellement exploitables. L'enjeu pour le pirate étant, bien entendu, le zero day. Trouver une vulnérabilité que personne ne connaît, que l'éditeur de la solution vulnérable ne connaît pas, de façon à ce que le pirate puisse l'exploiter en douce le plus longtemps possible, avec le plus d'efficacité possible, parce que vous ne pourrez pas patcher. D'accord? C'est la clé. Si vous ne pouvez pas patcher et que vous ne connaissez pas ce moyen d'attaque, vous n'avez a priori, aucun moyen de vous en protéger. Et c'est ce que cherchent ces groupes de pirates. Donc, pour eux, c'est un élément très important. Par ailleurs, les attaques, au-delà de la vulnérabilité, utilisent des méthodes pas forcément nouvelles, mais en tout cas plus massivement certaines méthodes. L'ANSSI remarque dans son rapport annuel sur les menaces. Donc, c'est un rapport qui est fourni chaque année sur les attaques qui sont remontées à l'ANSSI. Donc, je vous l'accorde, ce ne sont pas toutes les attaques en France, mais ça représente un nombre conséquent, et puis surtout un nombre d'attaques qui sont clairement documentées. Et donc, l'ANSSI nous rapporte que le nombre d'attaques utilisant du Living of the Land sont de plus en plus fréquentes. Le Living of the Land, pour rappel, je suis désolé pour l'absence de traduction, nous n'avons pas trouvé de traduction française pour ça. Si vous en avez une, ça m'intéresse. Une attaque Living of the Land, c'est une attaque dans laquelle le pirate utilise un outil légitime préexistant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pirate peut utiliser une GPO pour déployer un malware. Le pirate peut utiliser Intune de Microsoft pour déployer un malware. Le pirate peut utiliser un ARMM, par exemple SolarWinds, pour ne citer que, pour déployer un malware. On a vu des pirates utiliser BitLocker de Microsoft et s'en servir comme un ransomware. On voit régulièrement des pirates utiliser des connexions TeamViewer et Nidesk, donc des outils de prise en main à distance communs, à la place des anciens RAT, Remote Access Tools, qui étaient identifiables comme une menace parce que c'était des outils qui n'étaient utilisés que par des pirates. Donc la clé du Living of the Land pour l'attaquant, c'est de ne pas déclencher d'alerte parce que les outils utilisés dans l'attaque ont l'air et sont factuellement
tout à fait normaux, usuels, habituels et communs au sein de votre infrastructure. Et ça crée des situations où l'attaque est beaucoup plus complexe parce que vous ne pouvez pas vous passer de ces outils et détecter leur mésusage devient un enjeu majeur et quelque chose d'excessivement difficile. Il y a un autre type d'attaque qui est rendu beaucoup plus facile par des notions de confiance inter-entreprise, par l'augmentation des débits, notamment des débits Internet, et ce qui conduit à des débits VPN plus importants, c'est la supply chain attack. Et la supply chain attack, c'est simplement le fait que l'attaquant, au lieu de cibler une entreprise de premier plan, sa cible initiale, eh bien, il va aller toucher une entité qui pourrait être plus intéressante. Typiquement, un éditeur de logiciels, voire un MSP, un prestataire de services informatiques. Pourquoi? Parce que si je touche un éditeur de logiciels ou un prestataire informatique, de là, je vais pouvoir profiter d'une confiance innée qu'on a, malheureusement, pour pouvoir me propager sur plus de systèmes. J'imagine que la plupart d'entre vous, lorsque le logiciel de comptabilité vous dit, l'éditeur du logiciel de comptabilité vous dit qu'il faut faire une exclusion sur le dossier C2.S suivi de 3 lettres, je ne citerai pas le nom, eh bien vous le faites parce que ça vous est demandé, c'est un prérequis. Pourtant, ça veut dire que le jour où le pirate voit ce dossier, il peut mettre son malware dedans, il sait par avance qu'il n'y aura pas de détection dedans. Plus important, en faisant confiance à ce type, en faisant confiance à un éditeur, quel qu'il soit, hein, je vous en ai mis 2, mais on pourrait rajouter WatchGuard dedans, en réalité. En faisant confiance aveuglément à un éditeur de logiciel, on peut se retrouver dans une situation excessivement compliquée où le logiciel légitime, non infecté, dans le cas de 3CX, devient un vecteur d'attaque. C'était par le biais d'une vulnérabilité 0-day. Si vous ne connaissez pas l'attaque 3CX qui a eu lieu en 2023, dites-le, on en reparlera probablement vers la fin puisque l'attaque est très intéressante. Pareil pour SolarWind. SolarWind, un logiciel légitime, est infecté. C'est la version 3.0 du cheval de Troie. Le logiciel n'a pas l'air légitime, il est parfaitement légitime. On le met à jour et la mise à jour du logiciel contient un malware. D'accord? C'est ça, la supply chain attack. Imaginez 2 secondes, votre prestataire informatique se fait pirater. Qu'est-ce que ça donne aux pirates? Eh ben, ça donne peut-être vos logins et vos mots de passe, peut-être que ça donne un accès permanent à votre infrastructure, etc., etc., etc. Donc, tout partenaire technologique, même votre fournisseur de cybersécurité, doit être remis en question. Vous ne pouvez pas faire confiance à WatchGuard. Il faut que quelqu'un analyse le logiciel WatchGuard qui vient sur votre infrastructure. C'est fondamental parce que vous ne pouvez faire confiance à personne. Dernièrement, Microsoft a annoncé, je lisais l'article il y a une quinzaine de jours, Microsoft a annoncé avoir par erreur signé numériquement un Remote Access Tool, un outil utilisé par des pirates pour un accès à distance. C'était une erreur puisque cet outil est une menace avérée. Et pourtant, par erreur, Microsoft l'a signé. Alors que sur la planète, tout le monde va dire « je vais faire confiance à Microsoft ». Bien sûr que j'installe la nouvelle version du pack Office, puisque forcément elle est bonne, c'est Microsoft. Eh bien, c'est cette confiance qu'on va essayer de remettre en question à travers le Zero Trust. Alors, on me demande pour le 3CX en 2 minutes, parce que je crois que j'ai le temps. Normalement, je suis dans les temps. L'attaque 3CX, elle est toute simple. Une mise à jour du logiciel 3CX, parfaitement légitime, inclut une vulnérabilité non anticipée, non documentée, non connue, qui permet à un attaquant de faire en sorte que le logiciel 3CX, pendant qu'il fonctionne normalement pour l'utilisateur, télécharge chez les pirates, sur le serveur des pirates, un plugin malveillant qui est installé en plus de 3CX. À l'issue de ce téléchargement, le logiciel 3CX vient, alors qu'il est légitime, connu, signé, vient lire les logins et les mots de passe enregistrés dans les navigateurs et les exfiltrer vers une page web. D'accord? Différents éditeurs de sécurité finissent par s'en rendre compte, informent 3CX de la vulnérabilité qui patch excessivement vite. D'accord? 3CX a une très bonne réaction. Mais le mal chez certains clients est fait. On a volé les logins et les mots de passe qui sont enregistrés dans les navigateurs. Peut-être qu'au lieu de stocker les mots de passe dans les navigateurs, il faudrait avoir un gestionnaire de mots de passe. On en reparlera. Toujours est-il que la vulnérabilité, elle a existé pendant un temps court, quelques jours, je crois 3 jours, me semble-t-il. Mais si vous n'avez pas fait de Zero Trust, par défaut, vous vous êtes dit que tout logiciel présent serait légitime et aurait un usage légitime. Vous avez donc laissé, à travers votre firewall, à travers votre DR, à travers vos différentes solutions,
laissé faire le téléchargement d'un plugin malveillant et vous avez laissé faire l'exfiltration de la donnée. Dans l'écosystème WatchGuard, il était possible à la première seconde de l'attaque de bloquer chacune de ces phases. D'accord? Juste avec cette approche Zero Trust au sein du firewall et au sein d'autres services. Pour lutter contre ces différentes attaques, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, il y a des choses qui sont assez simples à mettre en œuvre, des éléments surtout organisationnels qu'il va falloir mettre en œuvre. Les premiers éléments, c'est identifier les éléments qui sont les plus critiques et notamment les télétravailleurs. Un télétravailleur, c'est une personne qui a un asset de l'entreprise, une machine de l'entreprise, des outils de l'entreprise, en dehors du périmètre du pare-feu, bien souvent, parce qu'il n'y a pas forcément de connexion VPN, qu'on soit en mobilité ou à la maison. Cet utilisateur se retrouve à pouvoir accéder à des données, mais pire, il se retrouve à pouvoir souvent accéder à des menaces qui pourraient l'infecter et permettre une transmission à l'entreprise après coup, quand il va revenir au bureau, quand il va se connecter au bureau. L'utilisateur en télétravail est un élément clé. Il faut donc restreindre les accès aux différents systèmes en fonction des criticités des différents usages et vérifier les identités. Il faut maintenir à jour les systèmes, même s'il y a des zero day, il faut patcher. Patcher. Le patch est prioritaire. Je suis désolé, c'est désagréable quand on est client final de se dire que oui, il va falloir redémarrer le serveur une fois par semaine pour appliquer un correctif. Je comprends ça parfaitement et je comprends le problème de productivité. Mais raisonnablement, un redémarrage contrôlé d'un serveur, un MIT, est probablement moins impactant qu'une panne totale de l'infrastructure pendant ne serait-ce qu'une journée, le temps de restaurer les données. Vous avez des sauvegardes, mais gardez à l'esprit que ces sauvegardes, il faut le temps de les restaurer. Donc, il faut patcher. Ça comblera toutes les fois où le correctif existe. Et puis, ça limitera le nombre de fois où il n'y a pas de correctif, simplement. Et il faut patcher, même en mobilité. Votre télétravailleur, on doit le patcher. Il faut comprendre que vous avez des systèmes qui sont indispensables. Vos clients ont des systèmes indispensables, que ce soit des machines, que ce soit des logiciels, que ce soit des données ou que ce soit des accès. Tous ces éléments-là, il faut les lister, il faut les patcher, il faut les protéger, il faut les prendre en compte. Le MFA se met partout. Souvent, on voit des projets MFA qui se limitent au VPN. Le VPN, on l'a vu tout à l'heure, on en reparlera, c'est l'un des grands moyens d'accès initiaux pour l'attaquant. D'accord? C'est un point important. C'est pas le seul. Je peux infecter votre machine quand vous allez au restaurant, à l'hôtel ou dans le train. Regardez dans le train le nombre de machines qui sont laissées non verrouillées, sans surveillance, le temps d'aller aux toilettes ou le temps d'aller chercher un café. Les machines sont vulnérables. Les accès messagerie sont vulnérables. Tout système exposé est vulnérable. Donc, mettez du MFA sur l'ensemble des systèmes, ne serait-ce que parce que ça évitera, dans certains cas, le vol d'identifiants. D'accord? C'est un point qui est très important. Par ailleurs, ça n'a l'air de rien, hein, mais le MFA est quelque chose qui est demandé, recommandé dans NIS 2 et dans DORA. NIS 2 et DORA ne vous concernent peut-être pas vous directement, mais peut-être un de vos clients, peut-être un de vos sous-traitants pour autre chose, qui pourrait in fine vous rendre, vous faire tomber sous le coup de ces lois, de ces doctrines. Au-delà de ça, on peut aussi se dire que si toutes les entreprises qui doivent suivre NIS 2 se mettent en conformité, ce sont des entreprises qui seront mieux protégées que vous. Si le pirate a à choisir, est-ce qu'il va attaquer une entreprise conforme NIS 2, donc bien protégée, ou l'entreprise d'à côté qui, elle, n'a pas suivi ses préceptes et qui est du coup mal protégée? D'accord? Vraisemblablement, le pirate va aller au plus simple. Et puis, la formation de vos utilisateurs est un élément fondamental. L'utilisateur, et c'est pas qu'on n'aime pas l'utilisateur, hein, c'est pas du tout le propos, l'utilisateur est une clé d'accès primordiale au système d'information parce que l'utilisateur a accès lui-même, physiquement, numériquement, peu importe. Donc, votre utilisateur, on doit rappeler à vos utilisateurs qu'ils font partie du système de sécurité informatique de la même façon qu'ils font partie de leur propre système de sécurité physique. On forme les gens à ne pas avoir d'accident de voiture. Ça s'appelle le permis de conduire. Dans un entrepôt, on forme les opérateurs à porter casque, gants, chaussures de sécurité, lunettes, blouse, peu importe. Ok ? Eh bien, on doit rappeler à nos utilisateurs qu'ils doivent avoir numériquement
des chaussures de sécurité et numériquement des gants et numériquement un casque. D'accord? C'est un élément qui est fondamental. Il faut faire des simulations de la même façon qu'on va simuler une alerte incendie. Et puis, il faut pouvoir mesurer les résultats de tout ça, non pas pour blâmer l'utilisateur. Il faut arrêter de blâmer l'utilisateur, notamment quand il a permis une intrusion. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les gens ont peur de signaler une malfonction. On devrait féliciter l'utilisateur qui contacte le service informatique en disant « je crois que j'ai fait une erreur ». Réellement, on devrait le féliciter parce que c'est peut-être celui qui va permettre de mettre fin à une attaque, alors que celui qui fait une erreur et la cache, bah, potentiellement, il va aider au maintien dans le système. Et puis, d'un point de vue technologique, tout ça c'était organisationnel, il va falloir utiliser le XDR. Le XDR, pour Extended Detection and Response, une fois de plus, c'est pas une mode. Alors l'acronyme, lui, est très à la mode. Désolé Chloé, c'est du marketing. Mais au-delà d'être du marketing, c'est un concept, c'est un système technologique qui va permettre d'avoir une multiplicité d'interactions sur de multiples niveaux. Si on a un peu de temps, je vous montrerai un petit tableau pour illustrer ça. Mais c'est vraiment un élément clé parce qu'il doit nous permettre d'étendre, le X c'est pour extended, on doit étendre les capacités de détection et de remédiation pour pouvoir détecter beaucoup plus de choses par d'autres moyens. D'accord ? L'idée, c'est vraiment d'avoir plus que la somme de nos produits. Le MDR, c'est probablement le prochain virage, alors pas technologique, plutôt organisationnel. Le MDR, c'est le fait d'avoir une équipe SOC qui va faire de la surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Parfois, on parle d'EDR managé. D'accord ? Un EDR managé, attention, ça se doit d'être managé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, ne serait-ce que parce que, bien souvent, l'attaque informatique commence le vendredi soir à 19h. Okay ? Un mini SOC, comme on peut le qualifier parfois, ou un EDR managé qui ne fonctionnerait qu'en 8 heures par jour, 5 jours par semaine, ça n'a pas d'intérêt. D'accord ? Dans le cadre d'un EDR avancé comme celui de WatchGuard, la solution se suffit à elle-même pour faire de la détection normale pendant les horaires de bureau. C'est au-delà qu'il faudra avoir de la surveillance qui permettra d'identifier des vulnérabilités, une surface d'exposition non anticipée, et pouvoir améliorer l'hygiène globale, l'hygiène informatique globale de l'entreprise et faire en sorte progressivement de réduire cette surface d'attaque. Vous rendre de plus en plus résistant à une attaque. D'accord ? Faire en sorte que cette attaque ait le moins d'effets possible. Et c'est ça qu'on va devoir viser. Et puis, le Zero Trust, ça s'applique à tout. Okay ? On ne devrait pas autoriser des connexions de n'importe quel appareil. On ne peut pas faire confiance à l'inconnu. On ne peut pas faire confiance au connu. Parce que le connu, ce que vous considérez comme connu aujourd'hui, il est supposé connu. Reprenez les exemples de tout à l'heure, notamment avec SolarWinds 3CX et la mésaventure Microsoft. Vous pensez savoir qu'un tiers est de confiance. Vous ne l'avez pas vérifié tant que vous n'avez pas fait de Zero Trust. Et donc, c'est ça qu'on va mettre en œuvre dans les différents produits, dans les différents aspects de votre sécurité réseau. Chez WatchGuard, on fait ça depuis quelques temps déjà. C'est un vœu pieux. On essaye de faire ça depuis un moment. Je suis très en retard, je m'aperçois, dis donc. Pascal, tu aurais pu me le dire. Depuis 2014, depuis fin 2014, on fait du Zero Trust dans l'EDR. Depuis 2018, il y a du MFA. Depuis 2021, il y a d'autres éléments au sein de l'EDR. Il y a le MDR pour les MSP, accessible aux TPE et aux PME depuis 2023. Le XDR est une solution native dans les solutions WatchGuard depuis cette année. Vous pouvez automatiser, rajouter de l'intelligence artificielle sur du firewall. Vous pouvez rajouter une deuxième intelligence artificielle dans l'IA, etc., etc., etc. Donc, c'est toutes ces évolutions qui doivent vous permettre de faire évoluer. Le premier outil évident du Zero Trust, c'est le MFA. L'authentification multifacteur doit permettre de vérifier l'identification. Donc, on doit s'assurer à travers l'application mobile que celui qui utilise l'identité, non pas seulement que l'identité est valide, mais que celui qui utilise l'identité est bien celui qu'il prétend être. Et ça, on va pouvoir l'appliquer sur des machines de l'entreprise, PC, Mac, serveur, RDS, même hors ligne, même dans un sous-marin si vous en avez envie.
pour faire en sorte que l'accès aux assets, l'accès aux machines critiques ou moins critiques puisse être contrôlé et conditionné. On pourra utiliser des jetons matériels à la place de l'application mobile parce qu'il y a des cas d'usage où le mobile n'est pas utilisable. Vous avez peut-être des services de soins, vous avez peut-être des systèmes radiologiques, chimiques, etc., qui interdisent l'usage du mobile. Et puis là-dedans, puisque malgré tout, le MFA va être vu comme une contrainte par l'utilisateur, on ne va pas se mentir, eh ben on va lui faciliter la vie avec plein de choses, des accès simplifiés en un clic, etc., et notamment un portail SSO qui va permettre à l'utilisateur de gagner du temps dans son usage courant, dans son identification courante. Et tout ça va pouvoir être conditionné en termes d'accès au sein de WatchGuard Cloud. L'idée générale du MFA, c'est pas d'en faire une contrainte. Ça doit apporter un fort niveau de sécurité avec une augmentation limitée de la contrainte pour l'utilisateur. Ça doit être quelque chose de facile à utiliser pour l'utilisateur et pour l'administrateur. On va pouvoir créer des politiques basées sur différents mécanismes, des risques, des emplacements, des risques supposés, et pouvoir faire en sorte que l'accès à une ressource soit la plus protégée possible. Alors, je ne vous dirai pas que le MFA garantit l'accès à 100%, c'est pas vrai. Le 100% en cybersécurité, en sécurité tout court d'ailleurs, n'existe pas, mais c'est un système qui va permettre, de par ses capacités, rendre même l'usage d'un compte volé le plus compliqué possible, le plus difficile possible pour les pirates. Ça permettra de contrôler l'accès aux environnements de travail en local, à distance. N'oubliez pas l'accès local, d'accord? C'est un élément très important. Et pour autant, eh ben, cet accès, notamment via le portail applicatif, permettra à l'utilisateur de s'authentifier une seule fois pour accéder à de multiples systèmes. Donc oui, on va peut-être lui demander d'agir et de valider une connexion. Mais d'un autre côté, eh bien, on va lui permettre aussi de gagner du temps en toute sécurité et tout ça pour un coût par utilisateur qui est réduit. L'approche Zero Trust dans l'EDR. Dans le modèle habituel, vous avez sur une machine, sur un asset, des programmes malveillants qui sont connus de tous parce qu'il y a de l'intelligence collective, les éditeurs et les pays communiquent entre eux sur ces sujets, des applications inconnues dont on ne sait rien, des processus inconnus dont par définition on ne sait rien, et puis des programmes qu'on pourrait considérer comme étant des goodware par défaut. Typiquement, un pack office. Qu'est-ce que je sais du contenu d'un pack office? Eh bien, dans le modèle de base, on va considérer que parce que c'est Microsoft, surtout parce que ce n'est pas connu comme un malware, on va considérer que c'est quelque chose qu'on peut laisser fonctionner. Et du coup, le problème, c'est que quelqu'un va devoir s'assurer de l'innocuité de ces programmes, si possible avant que ça ne fasse boom. Et qui va devoir s'en occuper? Qui va devoir prendre la place de l'éditeur de la solution à observer et qui va prendre la place de l'éditeur de la solution d'analyse? Eh bien, ce sera vous. Vous allez devoir analyser les programmes. Avec quels outils? Comment? Sur quel temps? Eh bien, en réalité, vous n'avez ni le temps ni les outils pour faire ce genre de choses. Donc, on va se retrouver avec, par défaut, des éléments qui vont fonctionner alors qu'ils ne devraient pas. Et les éléments qu'on va pouvoir bloquer, bah, ils vont être bloqués a posteriori, notamment par le biais de SOC, de recherche de menaces, de threat hunting et de threat detection. Mais du coup, ces détections, elles arrivent a posteriori. Donc, on se retrouve avec des éléments sur la machine qui peuvent déjà commettre des dommages. Et cette approche-là ne peut plus durer. Ce qu'on va faire chez WatchGuard, c'est que les éléments vont être classés automatiquement. Pour ça, on va utiliser une IA. Cette IA, elle, va s'attacher à classer l'intégralité des processus, non pas une fois, mais en permanence. Puisque un malware, il y a peu de chances que je me trompe dessus. Le malware, je vais l'identifier et puis je vais le bloquer et le supprimer. D'accord? C'est la finalité pour un malware. Le goodware, une fois que je me serai assuré, avec certitude, j'aurai contrôlé le travail de Microsoft, j'aurai contrôlé le travail de 3CX, j'aurai contrôlé le travail de WatchGuard. Eh bien, le goodware, je vais le laisser s'exécuter. D'accord? Parce que ça, c'est ce qui va me permettre d'avoir le plus fort niveau de confiance dans mes partenaires logiciels, en réalité. Okay? Ce traitement, vous n'allez pas avoir à le faire puisque c'est l'IA qui va le faire. On va classer l'intégralité des processus
Et ce classement des processus est fondamental. Pardon, je raccroche au nez de quelqu'un. Voilà. Ce classement des processus, il est important parce que, de par nos statistiques, 3 fichiers inconnus sur 1000 sont malveillants. Alors, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, c'est moins d'1%. Bah ouais, mais quand ce moins de 1%, il tombe sur vous, ça fait quoi comme dégâts? Bah, ça fait beaucoup. Et donc, pour faire ça, on va avoir, par ce Zero Trust applicatif que nous sommes les seuls à avoir mis en place dans un EDR, on va avoir une IA, une vraie IA, encore une fois, désolé Chloé, pas une IA marketing, une vraie de vraie, une qui existe depuis fin 2014, qui va nous permettre d'avoir cette classification de long terme en temps réel, de façon à faire en sorte que les programmes malveillants puissent être bloqués avant leur exécution, avant la mise en péril, avant la destruction de données. Clairement pas en avant, je vais vous garder un petit peu avec moi du coup. Les cas d'infection chez nous sont rarissimes depuis la mise en place de ce Zero Trust. On a de moins en moins de nettoyage à faire. Je crois que sur 2023, le nombre, c'était 2 clients à l'échelle monde qui avaient été infectés malgré le Zero Trust. Certaines solutions concurrentes pourraient essayer de nous égaler. On va les laisser tenter. Et ça, c'est lié à cette approche Zero Trust. On ne laisse rien passer, pas même notre propre code. Tout se doit d'être analysé. Et on analyse tout à l'échelle mondiale. D'accord? WatchGuard est présent dans tous les pays du monde, ou presque, dans tous les fuseaux horaires. On a plus de 4 millions de endpoints aujourd'hui à travers le monde, ce qui nous permet de récupérer des télémétries, des événements machines de différents logiciels partout dans le monde, avec différentes langues, différents moments, etc., etc. Et c'est ça qui va nous permettre d'enrichir l'IA, de l'alimenter avec 365 jours de données, ce qui est colossal, d'accord? Et ce qui va bien au-delà du temps de maintien habituel dans un système. Donc, ça permettra de faire du forensic, de chercher des traces d'intrusion après coup, si malheureusement le pire devait se produire. Et surtout, ce sont ces 365 jours de télémétrie qui permettent à l'IA d'apprendre. Lorsque l'IA va se tromper sur un processus, elle va pouvoir revenir sur les télémétries passées qui l'avaient conduite à ce mauvais choix, à cette mauvaise décision. D'accord? Et donc ça, c'est fondamental. C'est d'autant plus important que dans la plupart des solutions, ces 365 jours de télémétrie, ils n'existent pas. Bien souvent, c'est 30 jours, 40, 60 jours avec extension de licence, ce qui est très largement insuffisant pour le forensic et très largement insuffisant en termes d'évolution de l'intelligence artificielle. Patch Management, c'est un outil qui devrait être intégré systématiquement à vos ventes. D'accord? Il s'agit de combler automatiquement des vulnérabilités pour lesquelles il y a un patch. Ce serait quand même dommage de ne pas patcher, y compris vos utilisateurs en mobilité. Je peux déployer n'importe où, imposer le déploiement d'un correctif existant à des machines, même en dehors de mon parc, de façon à pouvoir combler les vulnérabilités le plus rapidement possible. Le MDR, c'est donc le service de surveillance, j'aime pas le terme, on va le garder quand même, le service de recherche de menaces actives de WatchGuard. Ce sont des agents de WatchGuard, il n'y a pas de sous-traitance, qui au sein du SOC, du Security Operations Center, vont faire ce pourquoi ils sont payés, à savoir vulgairement du piratage. Ce sont des pirates. Vulgairement, ce sont des pirates. Ces gens-là s'occupent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, non pas de surveiller la console EDR, parce que c'est pas leur job, mais de rechercher tout ce qui aurait pu échapper à l'EDR ou à d'autres systèmes. Leur but, c'est d'identifier les nouvelles formes d'attaque. Qu'est-ce qui aurait pu ne pas être identifié? Typiquement, une connexion TeamViewer malveillante. Tout ce que votre EDR ne sera pas capable d'identifier comme malveillant, parce que c'est du living of the land, parce que c'est lié à une notion de confiance. Pardon. Tout ça, contrôlé, bloqué par nos opérateurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ils vont être. Vous m'entendez toujours? Je ne sais pas si vous m'entendez toujours, il y a eu un appel. Si, on dirait que c'est bon. Ah, super, merci beaucoup.
Tous ces éléments-là vont leur permettre d'identifier des menaces réelles et pas supposées, pas fantasmées, il n'y a pas de faux positifs là-dedans, et vont pouvoir, eux, agir même la nuit, même le week-end, même quand vous n'êtes pas là, pour pouvoir intercepter ces menaces et isoler les machines pour empêcher une propagation. Ça aussi, c'est du Zero Trust. Parce que eux vont être en capacité de faire la différence entre une action normale sur un programme normal et une action anormale sur un programme légitime, un programme habituel. Le XDR, enfin, le XDR, il y a eu les premières itérations du XDR chez WatchGuard à travers TDR il y a longtemps, 2016. Le XDR, ThreatSync, c'est la mise en relation des différents produits pour qu'une IA puisse voir ce que chaque produit voit et créer un lien entre eux. Si on reparle de l'attaque de 3CX autour de 3CX de tout à l'heure, eh bien, un système XDR était mieux armé pour stopper cette attaque parce que même si le firewall et l'EDR ne voyaient rien, le fait de voir la communication réseau associée à différents événements système aurait permis à une IA suffisamment mature de se rendre compte que cet ensemble, ce scénario de communication, ce scénario d'action était illogique et n'avait pas sa place dans un logiciel de voix sur IP. D'accord ? C'est ça le rôle du XDR. Et le rôle, c'est aussi d'automatiser, de vous faire gagner du temps. Ce type de solution doivent améliorer votre sécu sans pour autant que vous y passiez un temps infini. Le XDR va automatiser un certain nombre d'actions et sur le firewall et sur l'EDR et sur d'autres systèmes. Le but de tout ça, s'il y a tous ces produits, c'est de pouvoir opposer plusieurs mécanismes de défense à chaque action du pirate. Que ce soit dans l'action initiale, dans l'accès initial, ou dans la suite de l'attaque, même au sein de l'infrastructure, il faut qu'on puisse empêcher la communication entre une machine protégée et une machine non protégée. Il faut qu'on puisse conditionner les accès via du MFA, via la conformité d'une machine, via un agent, via tout ce type de choses, pour que le pirate soit systématiquement confronté à plusieurs défenseurs. D'ailleurs, c'est l'image suivante. Aujourd'hui, on a le firewall en Total Security Suite, on a le PDR, on a du MFA, on a le XDR, on a du NDR, il y a du NDR SaaS qui arrive, il y a du MDR pour que les threat hunters de WatchGuard coordonnent un peu tout ça. Est-ce que dans un match entre vous et les pirates, alors que les pirates sont nombreux et ont de multiples possibilités d'attaque, est-ce que vous voudriez n'avoir qu'un seul défenseur? Eh bien non. On veut avoir une multiplicité de défenseurs. Vous embêtez pas à mettre un gardien de but, mais mettez-en 30 et faites en sorte qu'ils se coordonnent entre eux pour qu'on puisse avoir le plus de défense possible. Et puis cette notion de zéro trust, gardez à l'esprit que aujourd'hui elle commence à rentrer dans les textes de loi. Le législateur, qui communément a entre 10 et 20 ans de retard par rapport à la vie civile, le législateur commence à comprendre, et c'est dans NIS 2, c'est dans DORA, c'est une partie du sens du RGPD, on commence à dire qu'il faut arrêter de faire confiance à tout le monde. On ne peut pas donner un accès par défaut, ce n'est pas possible. L'accès par défaut, aujourd'hui, il est proscrit presque légalement. Et pourtant, le législateur a au moins 10 ans de retard. Donc, il est temps que nous aussi, on le comprenne. C'est pas juste un effet de mode, c'est pas juste du marketing, c'est une nécessité des systèmes, okay, que ce soit pour du bancaire ou pas. Ça doit concerner tout le monde. En résumé, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Eh bien, il faut qu'on identifie en priorité ce qui doit être protégé d'urgence et vérifier les systèmes qui ne pourront pas être protégés avec des systèmes conventionnels et du coup, segmenter les réseaux et les isoler. Okay, il faut plusieurs couches de protection et le MFA s'applique au plus d'éléments possible pour devenir une vraie couche de protection. Mais une solution ne peut plus vous défendre. On ne met plus un antivirus seul, c'est terminé. Okay, on a besoin de cette multiplicité de couches. Les services managés ne viennent pas remplacer des services, ils viennent booster les services. Le but les produits. Le but d'un service managé, c'est de faire en sorte que vos produits soient mieux exploités, plus efficaces, plus puissants, plus performants, plus rapides. C'est ça le but des services managés. Donc il est temps aussi de tendre vers ça. Et puis, pour pouvoir faire du Zero Trust, il va falloir vous rapprocher de quelqu'un qui peut vous faire du Zero Trust. Qu'on parle, que ce soit dans l'aspect organisationnel ou dans l'aspect produit. D'accord ? Ce sont vraiment
Les points clés, j'ai fini par arriver au bout avec un peu de retard, je vous prie de m'en excuser. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui n'auraient pas été répondues? On a parlé de 3CX. Comment faire de la détection et de la réponse entre le dossier de la chaise et l'écran? C'est une bonne question. Ben, ça passe par la formation. La formation est un élément clé. Sensibilisez vos utilisateurs et rappelez-leur qu'ils ont une part de responsabilité dans leur propre protection et dans leur capacité. Oui, j'ai bien vu que c'était toi. Euh, ils ont une responsabilité dans leur capacité à garder leur job. Une entreprise qui subit une attaque informatique de trop grande ampleur pourrait ne pas s'en remettre, et auquel cas, les salariés pourraient se retrouver au chômage. Quand on a 25 ans et qu'on est bardé de diplômes, c'est peut-être très facile. À 50 ans passés, c'est peut-être moins rigolo. Okay, le Zero Trust va être une option de l'EPDR. Le Zero Trust est une option de l'EPDR. C'est pas une option d'ailleurs, c'est dedans, c'est implicite, c'est intégré. Ça s'active en une seconde et pratiquement par défaut dans une certaine mesure. Et surtout, le Zero Trust va au-delà de l'EPDR. Mais oui, c'est dedans. Est-ce qu'on a des outils de simulation de phishing? Non. C'est pas au programme aujourd'hui, pas que je sache. Il y a des solutions open source qui se font, et sinon, par habitude, j'aurais tendance à vous recommander KnowBe4, qui est un partenaire WatchGuard de qualité. D'autres questions? Alors, si d'autres questions viennent par la suite, si vous avez des doutes, s'il y a des points sur lesquels vous voulez revenir, si vous voulez qu'on parle produit, si vous voulez qu'on parle empilement de produits, etc., n'hésitez pas à nous contacter, france@watchguard.com. On saura faire tourner les informations entre nous, ou éventuellement se-france@watchguard.com pour avoir accès aux avant-ventes. On pourra vous aider sur des POC, sur des démos, pour préciser des choses. Donc surtout, n'hésitez pas à nous contacter. De nouvelles questions. Si nous avons déjà le PDR, nous pouvons mettre en œuvre du Zero Trust. Oui, alors en fait, si vous avez le PDR, j'espère qu'il est déjà actif. Mais on peut se recontacter dans l'après-midi si vous voulez. Est-ce que j'ai votre mail accessible? Je dois pouvoir récupérer votre mail quelque part. Hop. Avec un peu d'effort, non, très peu. Il y aura très peu d'efforts à fournir pour mettre du Zero Trust dans le PDR. Il en faudra peut-être un peu plus pour le faire dans votre firewall, en revanche. Est-ce possible de récupérer le PowerPoint de cette présentation pour que je puisse montrer les graphiques à mes commerciaux? J'ai envie de dire, mais très certainement. Il est même probable que vous receviez et le replay et le document dans un mail de suivi. Chloé pourra probablement nous le confirmer. Ça vaut le coup de faire un point sur nos produits et voir ce que l'on peut ajouter en pack pour plus de sécu, mais avec plaisir. Avec plaisir, on se contacte. Je crois que j'ai du temps en fin d'après-midi. N'hésitez pas à me contacter par email ou par téléphone si vous avez déjà mon numéro, et on pourra reparler de tout ça. D'autant que nous, on doit se reparler, Monsieur Platré. N'hésitez pas donc à revenir vers nous, france@watchguard.com et se-france@watchguard.com. Pas de souci avec d'autres produits, mais pourquoi avoir d'autres produits? Ce serait une hérésie. On en reparle entre nous. Pascal, tu veux dire un mot? Ta voix est revenue. Saïda, peut-être, avant qu'on raccroche? Alors, bonjour à tous. C'est vrai que j'ai pas dit bonjour au début. Donc, si vous souhaitez tester nos solutions, surtout sur la partie Zero Trust PDR, je vous invite à nous envoyer un email à france@watchguard.com parce qu'on a pas mal d'outils qui sont mis à disposition des partenaires dans le cadre de leurs tests et des versions d'évaluation pour les clients finaux. Eh bien, Et non, ma voix n'est pas revenue. ta voix n'est pas revenue. Ok, donc ça, c'était Pascal le Deagle malade. Prends soin de toi, Pascal. Prenez soin de vous. Pensez cybersécurité. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a toujours des choses. Pardon. Pardon, excusez-moi, le son a coupé, je me fais harceler. N'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis, on vous aidera. Il y a plein de choses qu'on peut faire, même lorsqu'il y a plusieurs technologies, même lorsqu'il y a plusieurs éditeurs, on arrive à faire des choses très bien quand même. Prenez soin de vous, cybersécurité, et puis à très bientôt pour un autre webinaire. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.